Vous pensez tout savoir sur la cruauté du Moyen-Âge parce que vous avez entendu les légendes sur le comte Dracula? Oubliez tout. La véritable terreur n'était pas lui, mais celui qui l'a élevé. L'homme qui a montré au futur empaleur que, pour vaincre, il est parfois nécessaire de devenir un monstre. Ce n'est pas une histoire d'honneur chevaleresque, ni d'armures étincelantes. C'est la chronique d'un vieil homme obstiné qui a décidé de jouer une partie mortelle contre l'empire le plus puissant du monde, transformant son propre pays en un piège gigantesque. Comment arrêter une armée de 40 000 lames quand on n'a aucune chance dans un combat à découvert? La réponse de Mircea l'Ancien a sidéré l'Europe. Il a eu recours à l'arme biologique des siècles avant son invention. Il a transformé l'eau et la nourriture en poison. Il a fait en sorte que les janissaires d'élite aient peur de leur propre ombre et meurent, non pas par l'épée, mais de folie et de crasse. Dans ce récit, vous découvrirez comment noyer une cavalerie invincible dans un marécage, simplement en choisissant le bon endroit. Vous verrez comment les plus grands héros d'Europe ont péri par leur propre orgueil, et comprendrez pourquoi une signature sur un papier est parfois plus redoutable qu'un coup de poignard. Nous raconterons comment survivre quand tous les alliés vous ont trahi, et quel prix terrible il a fallu payer pour que la lignée de Dracula entre dans l'histoire. Êtes-vous prêt à voir l'envers de la légende? Alors installez-vous confortablement. Bienvenue en enfer, à Rovine. Imaginez l'odeur. Prenez une profonde inspiration. Ce n'est pas l'odeur du triomphe, ni le parfum des épices orientales. C'est la puanteur de feuilles pourries, de laine humide et de peur. Une peur qui semble avoir pris une consistance physique. Vous êtes sur les rives du Danube. Sous vos bottes, une boue noire et grasse clapote. Vous faites partie de la machine de guerre la plus meurtrière du XIVe siècle. Vous êtes un janissaire. Et vous venez de commettre une erreur fatale. Vous avez posé le pied sur le sol de Valaquie. Rappelez-vous tout ce que vous savez des romans de chevalerie. Les duels nobles, les bannières au vent et l'honneur. Maintenant, prenez tout cela, froissez-le et jetez-le au feu. Parce que l'histoire que nous commençons n'est pas une épopée héroïque. C'est un manuel de survie en enfer. C'est la chronique de la façon dont un vieil homme têtu, que l'histoire retiendra sous le nom de Mircea l'Ancien, a décidé de jouer à la roulette russe avec l'empire le plus puissant du monde. Et, je vous le dis tout de suite, le pistolet n'était pas chargé de balles. Il était chargé de vide. Le sultan Bayezid Ier, surnommé la Foudre, n'a pas l'habitude d'attendre. Son surnom n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic. Il est rapide, cruel et absolument convaincu de sa mission divine. Vers la fin du printemps de l'an 1395, il rassemble une armée dont la seule vue faisait trembler les rois européens. 40 000 lames. 40 000 hommes ayant traversé le feu des Balkans et de l'Anatolie. C'est une avalanche d'acier, prête à rayer de la carte la minuscule principauté sur la rive nord du Danube. Bayezid traverse le fleuve. Il s'attend à rencontrer les rangs ordonnés de l'armée valaque. Il a soif de la bataille rangée, ce moment précis où deux murs d'acier se percutent avec fracas et où le vainqueur emporte tout. Mais au lieu de cela, il est accueilli par le silence. Un silence absolu, sonnant. Devant le sultan s'étend une plaine, mais il n'y a pas âme qui vive. Les villages, incendiés jusqu'aux fondations. Les champs, noirs de cendres. Les granges, vides. Mircea l'Ancien a fait ce qui était inconcevable pour n'importe quel chevalier occidental. Il n'a pas défendu ces villes. Il les a détruites de ses propres mains. Posez-vous la question maintenant, assis dans votre confort. Auriez-vous pu mettre le feu de vos propres mains à la maison construite par votre père? Auriez-vous pu égorger le bétail qui nourrissait votre famille
et empoisonner le puits de votre propre cour, simplement pour que l'ennemi n'ait pas une goutte d'eau pure. C'est un choix qui brise le psychisme. Mais pour Mircea, ce n'était pas un sacrifice, c'était une stratégie. Il a transformé la Valachie florissante en une zone morte. Bayezid est furieux. Il a l'habitude de combattre des hommes, pas des fantômes. Son immense armée, ce léviathan de guerre conçu pour des frappes écrasantes, se révèle soudain inutile. Imaginez que vous essayez de tuer un moustique avec une masse. Vous dépensez votre énergie, vous vous énervez, vous brisez les meubles, mais le moustique bourdonne toujours à votre rail. L'armada ottomane s'enfonce dans les terres, jour après jour, semaine après semaine. Le soleil de l'année 1395 brûle impitoyablement, puis laisse place à des pluies torrentielles, transformant les routes en marécages. Et c'est là que commence le véritable cauchemar, la guerre invisible. Les Valaques refusent le combat. Ils se sont dissous. Ils font partie du paysage. La forêt qui entoure les colonnes ottomanes n'est pas faite simplement d'arbres. Ce sont des yeux, des milliers d'yeux. Chaque buisson, chaque ravin peut cacher un archer. Les éclaireurs du sultan partent dans les fourrés et ne reviennent pas. Ou bien ils reviennent, mais en morceaux, attachés aux selles de leurs propres chevaux. C'est un message. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. La psychologie du soldat est une chose fragile. Quand vous voyez l'ennemi, vous pouvez le frapper. La peur prend forme. Mais quand l'ennemi est invisible, la peur devient paranoïa. Les soldats commencent à s'écarter de leur propre ombre. Le craquement d'une branche provoque une panique capable d'arrêter un régiment entier. Bayezid, ce génie des attaques éclairs, comprend soudain que sa vitesse n'a aucune importance ici. Il frappe dans le vide, et le vide ne ressent pas la douleur. Le vide ne fait qu'absorber. « Où est ce lâche ?» devait hurler le sultan dans sa tente, renversant des coupes de sorbet. Pour lui, élevé selon le code du conquérant, la tactique de Mircea était le comble de la bassesse. Comment peut-on ne pas sortir en champ découvert? Comment peut-on fuir? Mais c'est là que réside la grandiose erreur de la pensée impériale. Bayezid cherchait la gloire. Mircea cherchait la survie. Et un homme qui lutte pour sa vie ne joue pas selon les règles. Il vise à la gorge. À chaque kilomètre de marche, la majestueuse armée se transforme en une foule affamée et aigrie. Les provisions fondent. Les fourrageurs envoyés chercher du grain ne trouvent que la terre brûlée et des sources empoisonnées. Oui, l'eau aussi a été transformée en arme. Imaginez la soif quand vous marchez sous une lourde cotte de mailles sous un soleil de plomb. Vous voyez un puits, vous vous y précipitez, bousculant vos camarades. Vous buvez cette boue trouble, et le soir venu, vos entrailles se tordent si violemment que vous implorez la mort. Le choléra et la dysenterie sont devenus les meilleurs généraux de Mircea. Ils tuaient sans bruit et sans pitié, fauchant les rangs des troupes d'élite plus efficacement que n'importe quelle volée de flèches. Mais le pire n'était ni la faim ni la maladie. Le pire était l'attente. Mircea maîtrisait parfaitement le rythme de l'horreur. Il laissait les Ottomans avancer 10 kilomètres calmement, endormant leur vigilance. Puis, quand la tension retombait un peu, il frappait. Pas une attaque massive, non. Une petite piqûre d'épingle. Une dizaine de cavaliers surgissaient de la forêt, sabraient les traînards et disparaissaient avant même que quiconque ait le temps de donner l'alerte. C'était une guerre des nerfs. L'armée du sultan ne dormait pas. Essayez de ne pas dormir 3 jours durant, en vous attendant à ce qu'à tout moment, on vous tranche la gorge. Les hallucinations deviennent vos compagnes. Les ombres des arbres commencent à bouger. Le bruissement des feuilles sonne comme le chuchotement de conspirateurs. La discipline, dont les janissaires étaient si fiers,
commençait à craquer. Les officiers s'égosillaient à essayer de maintenir les rangs, mais dans les yeux des soldats se lisait la même question. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi mourrons-nous dans ce trou maudit? Mircea, ce vieux renard, observait. Ses espions rapportaient chaque pas du sultan. Il savait que l'immense nombre d'ennemis était sa principale faiblesse. 40 000 hommes, il faut les nourrir. 40 000 hommes, il faut les abreuver. Un énorme serpent a besoin de beaucoup d'espace pour se retourner. Et Mircea guidait ce serpent là où il s'étoufferait lui-même. Il ne faisait pas que battre en retraite, il les attirait. Le sultan pensait être le chasseur traquant le gibier. Il voyait les villages en feu et pensait « Ah, ils fuient, ils sont paniqués ». Mais en réalité, il n'était pas le chasseur. Il était le taureau qui, les yeux injectés de sang, fonce sur le chiffon rouge sans remarquer que derrière le chiffon, il y a le précipice. Et ce précipice se rapprochait. Le paysage changeait. Les plaines laissaient place aux collines. Les collines se transformaient en forêts denses et impénétrables, et en marécages fangeux. Les routes rétrécissaient. L'armée s'étirait en un long boyau vulnérable. Bayezid, aveuglé par la fureur et le désir de punir l'insolent Valak, ignorait ces signes. Il avançait, poussé par son propre orgueil, sans comprendre que chaque pas au cœur de la Valachie resserrait le nœud coulant autour de son cou. La tactique de la terre brûlée est cruelle. Elle est inhumaine envers son propre peuple. Mais regardez la carte de l'époque. La Bulgarie était tombée. La Serbie était devenue vassale. Byzance vivait ses derniers jours, enfermée dans les murs de Constantinople. Le rouleau compresseur ottoman écrasait tout. Qui est le vrai fou? Celui qui essaie d'arrêter un char d'assaut avec une épée à la main, ou celui qui fait sauter le pont sous les chenilles de ce char, même si ses propres biens se trouvent sur le pont? Mircea a fait un choix. Il a sacrifié le présent pour l'avenir. Il a transformé son pays en un polygone de mort, où chaque bouffée d'air coûtait un effort à l'envahisseur. Et tandis que le sultan grinçait des dents de rage impuissante en regardant un nouveau foyer de cendres là où se trouvait autrefois un village, quelque part devant, parmi les brumes et les bourbiers, la scène pour l'acte principal de cette pièce sanglante se préparait déjà. Le piège était tendu et la bête avait déjà levé la patte au-dessus. Mais la bête était trop grosse et trop affamée pour regarder où elle mettait les pieds. La faim est une arme qu'il n'est pas nécessaire d'aiguiser. Elle ne s'émousse pas, ne se brise pas, et frappe plus terriblement que l'acier de Damas. Quand 40 000 hommes marchent sur une terre où même les rats ont fui la disette, la grandeur de l'Empire commence à s'effriter comme du vieux plâtre. Les chariots sont vides. Les chevaux, fierté de la cavalerie ottomane, se transforment en squelettes tendus de peau. Bientôt, les soldats commencent à regarder leurs montures non plus comme des compagnons de combat, mais comme de la nourriture. D'abord, ils mangent ceux qui sont tombés. Ensuite, ceux qui ont simplement trébuché. Et à la fin, quand le désespoir voile les yeux d'un rideau rouge, les couteaux s'enfoncent dans la gorge des chevaux encore vivants pour apaiser, ne serait-ce qu'une heure, les spasmes des estomacs vides. Entendez-vous ce son? Ce n'est pas un corps de guerre. C'est une toux, sourde, humide, déchirant les poumons. Mircea n'avait pas simplement caché la nourriture. Il avait empoisonné l'environnement même. L'eau des puits, que les avant-gardes atteignaient avec tant de peine, s'avérait soit salée, soit mélangée au poison cadavérique des animaux morts. La dysenterie fauchait les rangs des janissaires plus vite que les flèches valaques. Imaginez un guerrier d'élite qui s'est entraîné toute sa vie pour tuer d'un seul coup, mais qui gît maintenant dans sa propre souillure, incapable même de soulever une tuyère, brûlant de fièvre.
C'est une mort humiliante. Une mort dénuée de gloire. Une mort dont on ne parlera pas dans les chroniques héroïques. Mais si le jour, la physiologie tuait l'armée, la nuit apportait la véritable horreur. La psychologie. Myrsa savait, un homme privé de sommeil cesse d'être un homme. Il devient un animal. Un animal effrayé, nerveux, aux réflexes émoussés. Dès que le soleil disparaissait derrière la cime des sapins des Carpates, la forêt prenait vie. Ce n'était pas l'attaque d'une armée contre une autre, c'était la chasse d'une meute de loups contre un troupeau de moutons aveugles. Les Valaques attaquaient en silence. Ils connaissaient chaque sentier, chaque ravin, chaque racine dans cette forêt. Ils surgissaient de nulle part, de l'obscurité, du brouillard, semblant sortir de la terre elle-même. Un coup de couteau dans le cou d'une sentinelle, le sifflement d'une flèche transperçant la gorge d'un officier près du feu, une escarmouche brève et furieuse, et de nouveau, le silence. Les Ottomans ne voyaient pas l'ennemi. Ils ne voyaient que des ombres qui tuaient. Essayez d'imaginer cet état. Vous êtes de garde, vos yeux pleurent de tension. Vous scrutez l'encre noire de la forêt. Il vous semble qu'un arbre a fait un pas. Il vous semble qu'un buisson a bougé. Est-ce le vent? Ou est-ce la mort? Vous réveillez un camarade, mais il n'y a personne. Et 1 heure plus tard, quand vos paupières pèsent comme du plomb et que vous fermez les yeux juste 1 seconde, vous ne les rouvrirez plus jamais. Démons, chuchotaient les janissaires en serrant leurs amulettes. Le moral, cette colonne vertébrale sur laquelle reposait la discipline de Bayezid la Foudre, craquait de toutes parts. Les soldats avaient peur de dormir. Ils se regroupaient, dos à dos, tressaillant au moindre craquement de branches. Les jours se fondaient en une masse grise infinie, et les nuits se transformaient en cercles de l'enfer. 3-4 jours sans sommeil normal, et les hallucinations commencent. Les janissaires commençaient à attaquer les buissons, à abattre des arbres, à prendre leurs propres camarades pour des saboteurs valaques. Des bagarres éclataient dans le camp. Le tir ami n'emportait pas moins de vie que les raids ennemis. Et le sultan dans tout ça? Bayezid la Foudre tournait en rond dans sa tente comme un lion blessé. Pour son ego, c'était insupportable. Il était venu ici pour écraser un insecte. Et l'insecte le menait par le bout du nez, forçant la grande armée à pourrir sur pied. Ces éclaireurs n'apportaient que de mauvaises nouvelles, ou ne revenaient pas du tout. La fureur du sultan était terrible. Il exécutait des commandants pour alarmisme. Il tranchait personnellement la tête de ceux qui osaient parler de retraite. « En avant, toujours en avant !» rugissait-il, en regardant une carte qui n'avait déjà plus rien à voir avec la réalité. Il pensait poursuivre un lâche. Il pensait que Myrsa fuyait de peur. Bayezid, aveuglé par la colère, commettait l'erreur classique du tyran. Il confondait la retraite stratégique avec la fuite. Il voyait le dos de l'ennemi et pensait que c'était la victoire. Mais en réalité, Mircea était un toréador, agitant sa cape devant le mufle d'un taureau enragé, le conduisant pas à pas vers le lieu de l'abattage. Et le terrain changeait, comme si la nature même de la Valachie était de mèche avec le voïvode. Les larges routes se sont transformées en sentiers étroits où 2 cavaliers pouvaient à peine se croiser. Le sol ferme a laissé place à une boue visqueuse et clapotante. Les forêts sont devenues plus denses, plus sombres, leurs cimes s'entremêlant au-dessus des têtes, cachant le ciel. L'armée s'étirait sur des kilomètres. La tête de la colonne entrait déjà dans des gorges sombres, alors que la queue piétinait encore dans la plaine. La liaison entre les détachements se perdait. Les ordres arrivaient en retard, ou n'arrivaient pas du tout. Le grand organisme ottoman était démembré par la géographie. La logistique s'effondra définitivement. Les chariots de provisions, ces maigres miettes qui restaient, s'enlisaient dans les marais jusqu'au moyeu.
L'artillerie, fierté des Ottomans, ces lourdes bombardes capables de briser les murs de Constantinople, étaient devenues un fardeau. D'énormes canons coulaient dans la boue. Les soldats s'échinaient à essayer de sortir ces morceaux de bronze inutiles. Ils maudissaient tout. Le sultan, Allah, cette terre maudite, et surtout, cette pluie fine et interminable qui transformait le monde en une bouillie grise. Mirça attendait ce moment. Il connaissait les limites de l'endurance humaine. Il savait qu'un soldat affamé, privé de sommeil, trempé jusqu'aux os, marchant dans la boue jusqu'aux genoux, vaut 10 hommes rassasiés, mais debout sur la terre ferme. Méthodiquement, avec le calcul froid d'un chirurgien, il amenait le patient à un état où la résistance deviendrait impossible. Vers le 10 octobre 1395, l'armée ottomane atteignit un lieu que les locaux appelaient Rovine. Ce n'était pas juste une dépression, c'était un piège géographique. Une plaine marécageuse, coupée de ravins, d'où le nom Rovine, fossé, densément couverte de vieilles forêts et de broussailles. L'endroit idéal pour une embuscade. Un cauchemar pour la cavalerie, un tombeau pour l'Empire. Bayezid, voyant que la forêt devant devenait infranchissable, s'arrêta enfin. Mais il était trop tard. Il était déjà à l'intérieur. Les murs du piège se sont levés. La forêt autour se tut, mais ce n'était pas ce silence de mort du début de la campagne. C'était le silence avant l'inspiration. Le silence d'une corde d'arc tendue. Des milliers d'yeux regardaient l'armée enlisée dans la boue, épuisée. Des milliers de mains se posèrent sur les poignets des épées et des arcs. Le sultan cherchait la bataille, il l'a eue. Mais pas à ces conditions. Pas en rase campagne, où ces sipahis auraient pu se déployer comme une lave et balayer tout ce qui vit. Non. Il a eu une bataille dans la boue, à l'étroit, parmi les racines et l'eau pourrie. Mirça l'Ancien, l'architecte de cet enfer, se tenait quelque part là-bas, parmi les arbres, et, peut-être pour la première fois depuis tout ce temps, s'est permis l'ombre d'un sourire sombre. Le temps des jeux était terminé. Le temps de la boucherie commençait. Bienvenue à Rovine. Si vous pensez que l'enfer, c'est le feu et le soufre, vous vous trompez. L'enfer, c'est l'eau, l'argile et l'impossibilité de prendre une inspiration. Le 10 octobre 1395, la machine de guerre ottomane, qui ne connaissait pas la défaite, est entrée dans cet enfer à pleine vitesse et s'y est enlisée jusqu'au ventre. Imaginez que vous êtes un sipahi, un cavalier lourd d'élite. Vous portez 30 kg d'excellent acier. Votre cheval vaut une fortune. Vous êtes un char d'assaut du XIVe siècle. Sur la terre ferme, vous êtes invincible. Mais ici, dans la dépression que les locaux appellent Rovine, ce qui signifie littéralement fossé ou tranché, la physique joue contre vous. La terre sous les sabots ne tient pas. Elle clapote, s'affaisse, et finit par se déchirer comme un tissu pourri. D'abord, le cheval s'enfonce dans la boue jusqu'au boulet, puis jusqu'au genou. L'animal commence à paniquer. Vous le frappez des éperons, essayant de vous arracher, mais chaque mouvement brusque ne fait que vous aspirer plus profondément dans le bourbier. Vous n'êtes plus un cavalier. Vous êtes une statue attendant d'être brisée. Et ils arrivent. D'abord, ce fut un son, un sifflement, semblable au chant de guêpes en colère. Et puis le ciel s'est assombri. Les archers valaques, cachés derrière un mur d'arbres et de broussailles, ont ouvert le feu. Ce n'était pas un tir chaotique. C'était une exécution. Les flèches ne cherchaient pas les failles dans les armures. Elles étaient si nombreuses qu'elles créaient leur propre météo. Une grêle de fer et de bois. Les chevaux, fous des douleurs, jetaient leurs cavaliers dans la boue.
Et un chevalier en armure complète tombé dans la boue n'est plus un guerrier. C'est une tortue retournée sur le dos. Essayez de vous relever quand vous portez 30 kilos de fer et que sous vos pieds, il y a du savon liquide d'un demi-mètre de profondeur. Vous pataugez, vous essayez de trouver un appui, mais vos mains glissent. L'eau s'infiltre dans les fentes du casque, la boue bouche le nez. Vous commencez à étouffer avant même que l'ennemi ne vous touche. L'armure, qui devait vous sauver la vie, devient un cercueil sur mesure. C'est à ce moment précis que Myrsa donne le signal à l'infanterie. Et là commence la véritable asymétrie de la guerre. Les Valaques sont vêtus légèrement, veste en cuir, cape en laine, pas d'armure lourde. Ils connaissent ici chaque motte de terre. Ils ne marchent pas sur la boue, ils glissent dessus. Dans leurs mains, pas d'épée noble. Ils ont des faux reforgés en lames de combat, des haches et de longs crochets. Avez-vous déjà vu un boucher dépecer une carcasse? Ici se produisait la même chose, mais à l'échelle d'une armée. Les paysans valaques, que les nobles ottomans méprisaient comme une populace sale, accrochaient les cavaliers nobles par le cou avec leurs crochets et les tiraient de leurs selles directement dans le marais. L'issue du combat ne se décidait pas par la maîtrise de l'escrime, mais par qui se remettrait sur pied le plus vite. Les Valaques étaient toujours plus rapides. Le sultan Bayezid observait cela depuis une hauteur, et son cœur a dû rater un battement. Sa foudre a frappé la terre, mais au lieu d'un incendie, elle a été avalée par le marais. Il voyait ces célèbres janissaires, des hommes qui avaient voué leur vie à la guerre, se noyer dans l'étroitesse et le chaos. La formation s'est disloquée. Les ordres des officiers se noyaient dans les cris des mourants et les hennissements des chevaux. C'était de la claustrophobie à ciel ouvert. Des milliers d'hommes étaient compressés sur un étroit lopin de terre, n'ayant la possibilité ni de brandir une épée, ni de se retourner pour fuir. Les rangs arrière poussaient ceux de devant, jetant leurs camarades directement sur les lances valaques. Les chroniques ottomanes décrivent ce jour avec parcimonie, comme si elles avaient honte des détails. Les chevaux se noyaient, et les épées ne pouvaient pas trancher. Mais derrière ces lignes sèches se cache une boucherie. Myrsa l'Ancien a utilisé la géographie comme un étau géant. Il a comprimé la supériorité numérique de l'ennemi à un tel point qu'elle est devenue son principal problème. Plus Bayezid jetait de soldats dans la bataille, plus il faisait étroit dans le piège. Plus d'hommes mouraient non de la main de l'ennemi, mais de l'écrasement et de l'asphyxie. C'était le triomphe du cynisme sur le pathos. Tandis que les Ottomans essayaient de mener une guerre correcte, alignant les rangs et levant les bannières, les Valaques menaient une guerre de survie. Ils frappaient les jambes des chevaux, ils achevaient les blessés à coups de massue. Ils ne faisaient pas de prisonniers, car il n'y avait rien pour nourrir les prisonniers. Rovine s'est transformé en abattoir, où l'orgueil de l'Empire s'est mêlé à la boue et au sang, si densément que la terre dans cette vallée, dit-on, n'a pas séché pendant encore plusieurs années. Au milieu de la journée, il devint clair. L'armée invincible était paralysée. Bayezid, habitué à décider de l'issue de la bataille par un coup rapide, s'est retrouvé spectateur de ses propres funérailles. Ses réserves restaient inactives, incapables de se frayer un chemin vers la ligne de front à travers les amoncellements de cadavres et de boue. Sa meilleure cavalerie fertilisait le sol valaque. Auriez-vous pu garder la raison en voyant s'effondrer le mythe de votre propre invulnérabilité? Bayezid n'a pas pu. Il continuait d'envoyer des hommes en avant, dans ce trou noir, refusant de croire qu'une poignée de bandits des forêts humiliait les héritiers de Rome. Mais chaque nouveau renfort ne faisait qu'augmenter l'ampleur de la catastrophe. Le sang coulait dans les ravins, se mêlant à l'eau de pluie, transformant les ruisseaux en flots bruns et épais. Mircea ne gagnait pas simplement une bataille, il brisait la colonne vertébrale de la psychologie ottomane. Il montrait que même un dieu peut être forcé de ramper sur le ventre si l'on choisit bien le lieu de rencontre. Quand le soleil commença à décliner vers le couchant,
éclairant des montagnes de cadavres entassés dans le marais, même pour les commandants les plus fanatiques du sultan, il devint clair. Ce n'est pas une bataille, c'est une punition. Et quand le crépuscule commença à s'épaissir sur Rovine, cachant l'ampleur du massacre, une question plus terrible que la mort resta en suspens dans l'air. Que faire ensuite? La grande armée n'était pas simplement vaincue, elle était humiliée. Bayezid la Foudre se tenait face à un choix. Jeter dans ce brasier les restes de son armée en espérant un miracle, ou admettre que le vieux loup lui avait tranché la gorge. Mais pendant que le sultan décidait, la nuit prenait déjà ses droits. Et dans les forêts de Valachie, la nuit n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à ceux qui savent voir dans le noir. L'enfer des marais était terminé. Mais pour les survivants, le cauchemar ne faisait que commencer. Le silence qui s'abattit sur le champ de bataille était plus lourd que le fracas des combats. C'était le silence de la compréhension. L'Empire est mortel. Le brouillard sur les marais de Rovine se dissipe lentement, dévoilant à contre-cœur un tableau qui donne envie de fermer les yeux. Mais nous ne fermerons pas les yeux. Nous regarderons. Car c'est précisément ici, dans l'humidité matinale, parmi des milliers de corps piétinés dans l'argile, que se joue le sort non pas d'une bataille, mais d'une nation entière. L'armée valaque a accompli l'impossible. L'avant-garde de l'Empire ottoman, les unités de choc d'élite, les janissaires immortels, sont anéantis. Le grand Bayezid la Foudre a reçu une gifle dont le claquement a résonné dans toute l'Europe. On pourrait croire que c'est le moment du triomphe. N'importe quel roman de chevalerie se terminerait ici par des fanfares. Le héros achève le méchant, la musique joue, le rideau tombe. Mais la vraie guerre n'est pas un roman. C'est une comptabilité de la mort. Et quand Myrsa l'Ancien regarde le champ de bataille, il ne voit pas la victoire. Il voit des chiffres. Comptons avec lui. Il lui reste peut-être 10 000 hommes, fatigués, blessés, avec des épées ébréchées et des carquois vides. Et qu'a le sultan? Oui, l'avant-garde est brisée. Oui, le moral des Ottomans est au plus bas. Mais derrière le dos de Bayezid se tient encore la réserve. 20, peut-être 30 000 soldats frais qui n'ont pas participé à la boucherie dans le marais. Ils sont en colère, ils veulent se venger, et ils sont encore diablement dangereux. C'est ce moment précis où se brisent les grands généraux. L'adrénaline de la victoire est une drogue terrible. Elle murmure à l'oreille « Achève-le, poursuis-le, tu es invincible ». Combien de rois ont péri en cédant à ce murmure? Combien d'armées ont été détruites en poursuivant une bête blessée dans sa tanière? Myrsa l'Ancien était un génie non pas parce qu'il savait manier l'épée, mais parce qu'il savait s'arrêter à temps. Il comprenait, s'il faisait sortir ses hommes des marais salvateurs vers l'espace découvert pour poursuivre le sultan, la cavalerie ottomane les réduirait simplement en bouillie. Le nombre est toujours du côté de l'ennemi. La physique est toujours du côté de l'ennemi. Et le voïvode prend une décision qui paraîtra de la lâcheté à beaucoup, mais qui est en réalité la manifestation suprême de l'intelligence stratégique. Il ordonne de ne pas poursuivre. Il ordonne de disparaître. Imaginez la déception de ses capitaines. « Gospodar, ils fuient! Nous pouvons les achever !» Mais Myrsa est inflexible. Il sait. Un lion blessé reste un lion. Et au lieu de chercher une mort glorieuse dans une contre-attaque désespérée, l'armée valaque fait ce qu'elle sait faire le mieux. Elle se dissout. Cela ressemblait à un tour de magie. 10 000 hommes, les chariots, les blessés, tous se sont simplement évaporés dans la brume matinale. Ils sont partis au fond des forêts, dans les montagnes, vers des bases secrètes connues seulement des locaux. Quand les éclaireurs ottomans, tremblants de peur, ont enfin osé vérifier les positions valaques,
ils n'ont trouvé que des feux éteints et de l'herbe écrasée. Personne. Le vide. Bayezid est resté seul sur le champ de bataille. Formellement, selon les lois de la guerre de l'époque, si l'ennemi est parti et que tu es resté, tu as gagné. Le sultan a immédiatement profité de cet échappatoire bureaucratique. Il a envoyé des messagers aux quatre coins de l'Empire avec la nouvelle d'une grande victoire sur les infidèles. Les chroniqueurs de la cour se sont mis aussitôt à rédiger des odes sur la façon dont la foudre a mis l'ennemi en fuite d'un seul regard. Mais regardons la vérité en face. C'était la victoire la plus amère, la plus vide de l'histoire des conquêtes ottomanes. Bayezid se tenait au milieu d'un pays étranger et hostile. Son armée était exsangue. Ses soldats mouraient de faim. Il n'avait pas de provisions pour continuer la campagne et pas d'ennemis à combattre. Il a conquis un morceau de maréchal. Félicitations, Votre Majesté. Qu'allez-vous en faire? Manger de la boue? Construire un palais sur des ossements? L'atmosphère dans le camp ottoman était funèbre. Les soldats ne sont pas idiots. Ils voyaient combien de camarades n'étaient pas revenus de la forêt. Ils savaient que les Valaques n'étaient pas vaincus, mais attendaient simplement. Ils attendaient que les Ottomans se relâchent. Ils attendaient la prochaine erreur. Chaque buisson respirait toujours la menace. Chaque nuit menaçait toujours d'une flèche dans la gorge. Bayezid a compris qu'on l'avait surclassé, non par la force, mais par l'esprit. Mirça ne lui a pas donné la bataille rangée que le sultan désirait. Mirça a imposé ses règles, éventré l'avant-garde, préservé son armée et est parti, laissant le sultan le bec dans l'eau. C'était un pas. Mais un pas en faveur de la Valachie. Le sultan a donné l'ordre de battre en retraite. Officiellement, cela s'appelait « retour triomphal ». En réalité, c'était une fuite d'une terre maudite où l'eau est empoisonnée et la forêt tue. Les Ottomans partaient, laissant derrière eux non pas des garnisons, mais des tombes. Ils partaient en sachant que dès que la dernière botte turque franchirait le Danube, Mirça reviendrait, comme la marée. Pourquoi Mirça n'est-il pas devenu un héros en armure étincelante? Parce que les héros morts ne protègent pas les pays. Il a choisi d'être un fantôme vivant. Il a sacrifié son ego pour la survie de son peuple. Il a montré au monde entier qu'on pouvait frapper le colosse ottoman, qu'il saigne, qu'il se trompe. Mais Bayezid la Foudre n'aurait pas été sultan s'il n'avait su que manier le sabre. Il était un politicien intelligent, vindicatif et incroyablement riche. En quittant la Valachie, il a compris une chose importante. L'acier est impuissant contre le brouillard. Les épées s'enlisent dans les marais, les canons coulent dans la boue. Mais il existe une arme qui traverse tous les murs, qui ne rouille pas et frappe plus précisément que n'importe quelle flèche. L'or. Si l'on ne peut tuer Mircea sur le champ de bataille, il faut le tuer dans sa propre maison. Si ses soldats lui sont fidèles, il faut acheter ses généraux. Si le peuple le considère comme un sauveur, il faut trouver quelqu'un qui promettra au peuple la paix et du pain bon marché. Bayezid partait, mais il tissait déjà une nouvelle toile. Une toile d'intrigue, de trahison et de corruption. La guerre des épées était terminée. La guerre des bourses et des chuchotements dans les couloirs sombres commençait. Et dans cette guerre, Mirça, ruiné par la tactique de la terre brûlée, avait beaucoup moins de chance que sur le champ de Revin. L'ombre de la trahison planait déjà sur le trône du voïvode. Et cette fois, le coup serait porté non par un janissaire, mais par une main qu'il avait l'habitude de serrer. Entendez-vous ce son? Un tintement métallique discret. Il est bien plus effrayant que le fracas des canons ottomans sous les murs des forteresses. C'est le bruit de l'or versé d'un sac en cuir dans une paume avide. Bayezid la Foudre était un grand guerrier, mais il était aussi un politicien de génie. Quittant la Valachie avec honte,
il a compris une vérité simple. Pourquoi prendre d'assaut un mur imprenable si l'on peut acheter celui qui ouvre les portes? La tactique de la terre brûlée, qui a sauvé la Valachie de la conquête, avait un prix terrible. Oui, elle a arrêté les Turcs, mais elle a aussi ruiné ses propres boyards. Imaginez-vous à la place d'un aristocrate valaque. Hier, vous aviez des domaines, des paysans, des revenus. Aujourd'hui, sur ordre de votre voïvode, vos villages sont brûlés, le bétail abattu et les granges vides. Vous êtes assis dans un château froid, mangeant du pain rassis et regardant les cendres. Et là, apparaît un émissaire du sultan. Il ne menace pas, il sourit, il parle votre langue et il propose un marché. Pourquoi avez-vous besoin de ce vieil homme fou, Mircea, qui vous force à mourir de faim, chuchote-t-il. L'Empire est généreux. Nous vous rendrons vos privilèges. Nous vous donnerons des routes commerciales. Nous voulons simplement l'amitié. Et comme argument de poids, une bourse lourde de dinars d'or se pose sur la table. Qu'est-ce qui pèsera le plus lourd sur la balance de l'histoire? Le patriotisme ou le confort? Dans 99 cas sur 100, le confort gagne. L'héroïsme est le lot des solitaires. L'élite choisit toujours la stabilité. Dans les coulisses de la cour valaque, un complot commença à se former. Ce n'était pas une révolte bruyante avec des barricades, c'était des regards en biais, un silence soudain quand Myrsa entrait dans la pièce et d'étranges maladies frappant les commandants qui lui étaient fidèles. L'atmosphère devint visqueuse, comme ce brouillard à Rovine. Myrsa sentait que la terre qu'il avait défendue avec tant de fureur se dérobait sous ses pieds. Mais cette fois, l'ennemi n'était pas dans la forêt. Il était assis à sa propre table, buvait son vin et lui jurait fidélité. Le coup fut porté rapidement et avec une précision chirurgicale. Les boyards, achetés par l'or ottoman, déclarèrent Myrsa déchu. « Tu ne nous as apporté que la guerre et la famine », dirent-ils. Ils placèrent sur le trône un homme nommé Vlad. L'histoire le retiendra comme Vlad Ier ou Vlad l'usurpateur. C'était la marionnette idéale. Un homme sans volonté, sans ambition, dont la seule tâche consistait à hocher la tête à temps quand le sultan envoyait des décrets et à payer consciencieusement le tribut. La Valachie, qui hier encore était l'enclume brisant les marteaux ottomans, se transforma instantanément en un vassal docile. Sans un seul coup de feu, sans une seule victime. Juste du business. Bayezid a acheté un pays entier pour un prix inférieur au coût de l'équipement d'un seul régiment de janissaires. Et Myrsa? Imaginez l'humiliation d'un homme qui a gagné la guerre, mais perdu la paix. Il n'a pas été tué, cela aurait fait de lui un martyr, et les martyrs sont dangereux. Il a simplement été évincé, jeté dehors, comme un chiffon usagé. Le grand stratège, vainqueur de Rovine, s'est retrouvé fugitif sans abri. Il fuit vers le nord, en Transylvanie. Les cols des Carpates, couverts de neige, l'accueillent avec un vent glacial. Hier, il était le souverain dont le nom résonnait du Danube à Constantinople. Aujourd'hui, il est un exilé avec une poignée d'hommes fidèles qui n'ont rien d'autre que des épées rouillées et de la colère. Mais Mircea n'aurait pas été lui-même s'il avait abandonné. Il n'avait pas d'armée, pas d'or, pas de trône, mais il avait une réputation. Et il connaissait la géopolitique mieux que quiconque en Europe. Il comprenait, Bayezid ne s'arrêtera pas à la Valachie. La Valachie n'est qu'une tête de pont. La prochaine cible est la Hongrie. Et Mircea fait un geste qui prouve qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts éternels. Il se rend à Brasov pour rencontrer le roi de Hongrie, Sigismond de Luxembourg. C'était une rencontre pleine d'ironie. Sigismond et Mircea se détestaient. Pendant des années, ils se sont disputés des territoires, ont organisé des escarmouches frontalières,
Mais maintenant, ils étaient assis l'un en face de l'autre, comprenant que seuls, ils étaient morts. « Ton bouclier est brisé, roi », a probablement dit Mircea, en regardant son vieil ennemi dans les yeux. La Valachie était le mur qui te protégeait du sultan. Maintenant, ce mur appartient aux Turcs. Tu es le suivant. C'était une conversation cruelle et cynique entre deux loups acculés. Sigismond était arrogant. C'était un orgueilleux rêvant de la gloire des empereurs romains. Mais il n'était pas idiot. Il voyait les feux ottomans sur l'autre rive du Danube. Il comprenait que Vlad l'usurpateur laisserait passer l'armée du sultan à travers ses terres sans un mot de protestation. L'alliance fut conclue, pas sur du papier avec de beaux sceaux, mais sur du sang et de la peur. Sigismond promettait à Mircea son soutien pour récupérer le trône. Mircea promettait de redevenir le bouclier vivant de l'Europe. C'était un pacte avec le diable pour se sauver de Satan. Dans les salles sombres des châteaux transylvains, tandis que les loups hurlaient à l'extérieur, le plan de revanche s'élaborait. Myrsa l'Ancien, privé de couronne mais n'ayant pas perdu sa poigne, commença à rassembler une nouvelle armée. Mercenaires, exilés, aventuriers, tous ceux qui haïssaient les Turcs ou aimaient simplement l'argent, affluaient sous ses bannières. Il savait que la seconde chance serait la dernière. Mais pendant que les deux monarques traçaient des cartes et débattaient de tactiques, une nouvelle force se levait à l'ouest. L'Europe, effrayée par les récits de la menace turque, s'est enfin réveillée. Le pape a annoncé une croisade. Les chevaliers de France, d'Allemagne, d'Angleterre, bardés d'armures étincelantes, commencèrent à sceller leurs chevaux. Ils ne venaient pas aider Myrsa, ils venaient pour la gloire. Ils venaient pour montrer à ces barbares orientaux sauvages ce qu'est la vraie guerre. Myrsa regardait les régiments de croisés arriver avec un sentiment lourd. Il voyait leurs plumets luxueux, leurs longues lances, leurs blasons brodés d'or, et il voyait leurs yeux. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de respect pour l'ennemi, il n'y avait qu'un orgueil aveugle et meurtrier. Ils n'ont rien compris, devait penser le vieux voïvode. Il pense que la guerre est un tournoi. Il a essayé de les avertir. Il a essayé de leur parler de la tactique de Bayezid, des pièges, du fait que les Turcs ne se battent pas selon les règles de l'honneur chevaleresque. Mais qui écouterait un prince exilé venant d'un trou perdu? Les ducs français ne faisaient que rire en lui tapant sur l'épaule. « Écarte-toi, grand-père » disait leur regard. « Les professionnels sont là. Nous écraserons ce sultan avant dîner. » Myrsa se retira dans l'ombre. Il savait ce qui allait se passer. Il avait vu ce scénario 1000 fois. L'orgueil précède toujours la chute. Et la chute qui se préparait sous Nicopolis promettait d'être si bruyante que tout le monde chrétien en tremblerait. La scène était prête. Les acteurs avaient pris leur place. La tragédie de l'arrogance commençait. Et le rôle du spectateur le plus clairvoyant au premier rang était réservé à Myrsa. Septembre 1396. Regardez la plaine sous Nicopolis. Si vous plissez les yeux, vous aurez l'impression d'être arrivé au tournoi le plus luxueux de l'histoire de l'humanité. Or, velours, soie, blasons brodés de fils précieux, ce n'est pas une armée. C'est une exposition itinérante des réalisations de l'art joaillier européen. La fine fleur de la chevalerie, français, bourguignon, allemand, anglais, s'est rassemblée ici, sur les rives du Danube, pour montrer aux Ottomans sauvages ce qu'est la vraie guerre. Ils ont apporté avec eux non seulement des épées, ils ont apporté du vin, des maîtresses et même des faucons de chasse. Pour eux, la croisade n'était pas un dur labeur, mais un safari. Un voyage passionnant, avec des éléments de violence, au bout duquel les attendait la gloire, des trophées et le salut éternel de l'âme. Ils étaient absolument certains. Il suffirait que la racaille turque voie l'éclat de leurs armures pour que l'ennemi s'enfuit de terreur. Dans l'attente du conseil de guerre,
régnait une atmosphère que l'on peut décrire en un mot: arrogance. Mircea l'Ancien, l'homme qui avait combattu les Ottomans toute sa vie, l'homme qui connaissait chaque ruse de Bayezid, tenta de prendre la parole. Il proposa un plan simple et pragmatique. « Laissez mes Valaques aller en premier, dit-il. Nous connaissons leur tactique. Nous encaisserons le premier choc, désorganiserons leurs rangs, épuiserons leurs archers, et seulement ensuite, vous, nobles chevaliers, porterez le coup décisif. » Savez-vous ce qu'on lui a répondu? On lui a ri au nez. Philippe d'Artois, comte de, connétable de France, a regardé Mircea comme de la crasse sous ses ongles. Pour qu'un paysan marche devant la noblesse de France, s'indignèrent les chevaliers. Tu veux voler notre gloire? Tu veux que nous finissions les restes de ta table? Pour les chevaliers occidentaux, la guerre était un rituel. Pour Mircea, la guerre était des mathématiques. Mais ce jour-là, les mathématiques furent déclarées hérésie. Le duc de Bourgogne Jean sans peur, jeune, impétueux et absolument incompétent dans les affaires de la guerre orientale, exigea une attaque immédiate, sans reconnaissance, sans préparation, droit devant. Si le ciel nous tombe dessus, nous le retiendrons à la pointe de nos lances, criait-il en levant leur coupe. Une belle phrase pour une épitaphe. Le matin du 25 septembre, l'avalanche d'acier s'ébranla. Le spectacle était vraiment majestueux. Des milliers des meilleurs cavaliers du monde, enfermés dans des armures milanaises, sous des bannières flottantes, percutèrent les avant-postes ottomans. Et il arriva exactement ce que Bayezid attendait. Les Français écrasèrent facilement l'infanterie légère, les Akonchi. Ils les sabraient comme des choux, s'enivrant de leur propre puissance. « Ils fuient !» criaient les chevaliers, en voyant les Turcs reculer. « Victoire !» C'était une drogue. L'adrénaline leur monta à la tête, déconnectant les derniers restes de bon sens. Les chevaliers, rompant les rangs, se lancèrent à la poursuite. Ils galopaient vers le haut de la colline, persuadés que le sultan tremblait déjà de peur. Ils n'écoutaient pas les ordres. Ils faisaient la course à qui arriverait le premier au camp turc. Ils atteignirent la crête de la colline et se figèrent. Parce que derrière la colline, ce n'était pas une foule en fuite qui les attendait. Une palissade de pieux acérés, enfoncés dans la terre en angle, les y attendait. Et derrière les pieux se tenaient les janissaires, silencieux, disciplinés, arc en main. Et derrière eux, à perte de vue, s'alignait la cavalerie lourde des Sipahis, la réserve que Bayezid gardait précisément pour ce moment. Les Français se retrouvèrent dans un sac classique. Les chevaux s'empalaient sur les pieux, s'éventrant. Les cavaliers volaient hors de leur selle, se brisant les os sous le poids de leurs propres armures. Et alors, les janissaires ouvrirent le feu. Ce n'était pas un combat. C'était une boucherie dans un enclos à bétail. Les chevaliers, habitués aux règles des tournois où l'on peut se rendre et payer une rançon, découvrirent soudain qu'ici, ces règles ne fonctionnaient pas. On les tirait de leurs chevaux avec des crochets. On leur tranchait la gorge à travers les fentes des visières. On les achevait à coups de masse, comme des chiens enragés. Dukes, comtes, barons, la fine fleur de l'aristocratie européenne, barbotaient dans la poussière mêlée de sang, criant grâce dans une langue que personne ne comprenait. Bayezid observait cela avec une froide satisfaction. Il les punissait pour leur orgueil. Il leur montrait que la guerre n'est pas un défilé de beaux blasons, mais l'art de tuer efficacement. Et Mircea? Il se tenait avec ses Valaques et les détachements hongrois du roi Sigismond à l'arrière, regardant la folie française se transformer en tragédie française. Il a vu le piège se refermer. Il a vu Sigismond essayer désespérément de sauver la situation en jetant l'infanterie dans la bataille, mais il était déjà trop tard. Les Ottomans, inspirés par la déroute des hommes de fer, sont passés à la contre-attaque sur les flancs. À ce moment, Mircea se trouva face à un choix. Se jeter dans cette fournaise pour mourir héroïquement
avec les idiots qui avaient craché sur ses conseils, ou sauver ce qu'il restait de son armée, Mirça était un cynique. Il était un survivant. Il fit faire demi-tour à son cheval. « Nous avons fini ici », lisait-on dans ses yeux. Il emmena ses troupes vers le passage du Danube, détruisant méthodiquement les ponts derrière lui. Certains appelleront cela de la trahison. Les historiens appelleront cela le sauvetage de l'armée. Si Mirça était resté, la Valachie aurait cessé d'exister le jour même. Il a choisi de vivre avec l'étiquette d'allié prudent, plutôt que de gésir en héros mort dans la fosse commune de Nicopolis. Le bilan de la journée fut monstrueux. Des milliers de chevaliers furent tués. Des milliers furent faits prisonniers. Bayezid, furieux des lourdes pertes parmi les siens, ordonna d'exécuter les prisonniers. Toute la journée suivante, les janissaires décapitèrent méthodiquement la fleur de la nation française. Le sultan ne laissa en vie qu'une poignée des nobles les plus riches pour la rançon et un jeune chevalier qu'il renvoya chez lui avec un message. « Va et raconte-leur ce que tu as vu, et reviens avec une plus grande armée. J'ai besoin de gloire. » L'Europe se figea d'horreur. Le mythe de la supériorité des armes chrétiennes fut noyé dans le Danube. La route vers l'ouest était ouverte. La Hongrie tremblait. La Valachie se retrouva de nouveau seule face aux monstres qui, désormais, après sa victoire sur les forces unies de l'Europe, semblaient absolument invincibles. Bayezid se tenait au sommet du monde. Il s'appelait Sultan de Rome. Il préparait des plans pour la prise de Vienne et de Rome. Il semblait que le soleil lui-même se levait et se couchait désormais sur son ordre. Personne ni rien ne pouvait arrêter sa marche triomphale. Mais l'histoire aime les mauvaises blagues. Tandis que Bayezid festoyait dans sa tente, levant des coupes à la grandeur de l'Empire ottoman, tandis que les rois européens pleuraient sur les listes des morts, au lointain Orient, dans les steppes d'Asie centrale, une ombre commençait à s'épaissir. Une ombre plus noire que la nuit et plus effrayante que n'importe quel sultan. Là-bas s'éveillait une bête qui ne connaissait ni pitié, ni politique, ni peur. Un homme qui construisait des pyramides, non pas de pierre, mais de crânes humains. Bayezid pensait être le fléau de Dieu. Mais il ne savait pas encore que le diable lui-même venait lui rendre visite. Et que ce diable boitait d'une jambe. Imaginez que vous regardez la carte du monde de l'époque. La tâche ottomane s'étend, dévorant pays après pays. L'Europe est terrifiée. La France pleure ses fils. La Hongrie tremble. Constantinople étouffe dans l'anneau du blocus. Il semble que l'histoire soit déjà écrite et l'encre séchée. Bayezid la Foudre deviendra le maître du monde. Il préparait déjà le fourrage pour ses chevaux, rêvant qu'il mangerait de l'avoine sur l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce n'est pas une plaisanterie, c'était son objectif officiel. Mais l'histoire n'est pas une ligne droite, c'est le chaos. Et parfois, le salut ne vient pas de là où les justes l'attendent. Il ne vient pas avec des trompettes angéliques, une lumière divine. Il vient de l'Est, monté sur un cheval trapu, boitant de la jambe droite, et laisse derrière lui des montagnes de crânes empilés en pyramides parfaites. Le sauveur de l'Europe s'appelait Timour, ou Tamerlan, le boiteux de fer. Si Bayezid était le marteau, Tamerlan était le tremblement de terre. L'homme qui a noyé dans le sang la moitié de l'Asie, qui a rayé de la carte la horde d'or et d'Élie, a soudain tourné son regard lourd et immobile vers l'ouest. Deux prédateurs alpha se sont retrouvés dans la même cage. Le monde était trop petit pour deux hommes dont chacun se considérait comme le fléau de Dieu. En l'an 1400,
commença une correspondance que les historiens relisent avec un rire nerveux. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est un échange de crachats entre deux bandits de rue à l'échelle galactique. « Tu es plus insignifiant qu'une fourmi », écrivait Timour au sultan. « N'oblige pas l'éléphant à te marcher dessus. » Bayezid répondait avec la fureur d'un homme qui n'a jamais essuyé de refus. « Viens. Si tu ne viens pas, alors tes femmes sont 3 fois divorcées de toi. » Dans le monde islamique, c'était une insulte qui ne se lave que par le sang total. Pour Mirza l'Ancien, assis dans sa Valachie, cela ressemblait à une intervention des forces supérieures. Imaginez, un train fonce sur vous. Vous fermez les yeux en attendant l'impact, mais soudain, un autre locomotive, encore plus énorme et noir, percute ce train par le côté. Le fracas est tel qu'il embouche les oreilles. Le 20 juillet 1402, sous Ankara, s'affrontèrent 2 des plus grandes armées de l'époque. Environ 140 000 hommes du côté de Timour, presque autant chez Bayezid. C'était un choc de titans, à côté duquel les batailles européennes ressemblaient à des bagarres de cour d'école. Et ici encore, le même orgueil qui avait perdu les chevaliers à Nicopolis joua son rôle. Bayezid, aveuglé par ses succès passés, commit une erreur fatale. Il fit marcher son armée à la rencontre de l'ennemi à travers le plateau anatolien brûlant, au plus fort de la canicule estivale. Les soldats marchaient dans la steppe calcinée, rêvant d'une gorgée d'eau. Et quand, à moitié morts de soif, ils atteignirent enfin le lieu de la bataille, ils virent que Timour était déjà là. Il avait occupé les meilleures positions. Et surtout, il avait détourné le lit du seul ruisseau. L'eau était chez Timour. Bayezid n'avait que la poussière. L'histoire se répétait. Le sultan, qui avait lui-même souffert de la soif dans les forêts valaques, n'avait rien appris. Seulement maintenant, l'ampleur de la catastrophe était 10 fois plus grande. La bataille d'Ankara se transforma en enfer. Imaginez une chaleur de près de 40 degrés. La poussière s'élève en colonne, bouchant les poumons. Et dans cette brume de chaleur, ce ne sont pas de simples cavaliers qui avancent vers les Ottomans épuisés. Des éléphants de guerre, caparaçonnés d'armure, avec des tours sur le dos, d'où des archers arrosent l'infanterie de feu et de feu grégeois marchent sur eux. L'armée ottomane commença à fondre, mais le coup de poignard dans le dos, qui brisa définitivement la colonne vertébrale de la foudre, ne fut pas porté par les éléphants. Il fut porté par les siens. La cavalerie légère des beys anatoliens et les mercenaires tatars, voyant la puissance de Timour, firent demi-tour en plein combat et frappèrent les flancs du sultan. Trahison? Absolument. Mais dans le monde de la grande politique, cela s'appelle un changement de camp opportun. Bayezid se battit comme un démon. Ses janissaires tinrent bon jusqu'à la mort autour de leur seigneur, jusqu'à ce qu'ils soient tués l'un après l'autre. Au coucher du soleil, tout était fini. Le grand sultan, conquérant des Balkans, terreur de l'Europe, gisait dans la poussière, ligoté comme un simple voleur. La légende dit que Timour mit Bayezid dans une cage de fer et la traîna avec lui à travers toute l'Asie, utilisant le monarque vaincu comme marchepied quand il montait à cheval. Les historiens débattent pour savoir si la cage a vraiment existé, ou si c'était un chariot couvert avec des barreaux, mais cela ne change rien au fond. La foudre a été enfermée dans une bouteille. L'humiliation était absolue. Bayezid mourut en captivité 1 an plus tard, certains disent de poison, d'autres d'une rupture du cœur, ne supportant pas la honte. Pour la Valachie, ce fut le moment où le temps s'arrêta. Mirza l'Ancien regardait vers le sud et n'en croyait pas ses yeux. L'Empire ottoman, ce monolithe qui semblait éternel, s'est soudain fissuré et a volé en éclats. Les fils de Bayezid, apprenant à peine la capture de leur père, abandonnèrent l'armée et commencèrent à s'entre-déchirer pour le trône vide. L'Europe poussa un soupir de soulagement.
Tamerlan, ayant accompli son travail de nettoyeur de la forêt, fit demi-tour et partit vers l'est pour préparer sa campagne contre la Chine. Il n'avait pas besoin de l'Europe. Elle était pour lui trop pauvre et ennuyeuse. Il a simplement brisé l'échine des Ottomans, pris les trophées et disparu comme un mauvais rêve. Mais pour Mirça, ce n'était pas un rêve. C'était un cadeau du destin. Le Deus ex machina est descendu sur scène et a réécrit la fin de la pièce. La pression a disparu. La garnison ottomane est partie. La menace de l'esclavage imminent s'est dissoute dans l'air. La Valachie, hier encore prise en étau, s'est soudain retrouvée libre. Cependant, Mirça était trop intelligent pour simplement se réjouir et boire du vin. Il comprenait, le chaos est une échelle. L'Empire n'est pas mort, il a été commotionné. Et pendant que les fils du sultan se partageaient la peau de l'ours non tué, la petite Valachie a eu une chance historique. Non pas seulement de survivre, non pas seulement de rester sur la défensive, mais de passer à l'offensive. Pas militaire, non. Mirça n'avait pas les forces pour conquérir l'Empire, mais il avait l'esprit pour commencer à le diriger depuis l'ombre. Le vieux voïvode secoua la poussière de son armure. Dans ses yeux s'alluma un nouveau feu. Le feu froid du joueur qui voit que le croupier à la table est mort et que les jetons sont éparpillés sur le sol. L'ère de l'interrègne arrivait, l'ère des troubles. Le temps où un petit homme avec un grand esprit peut faire et défaire les rois. Mircea a survécu à l'enfer, il a survécu au déluge, et maintenant, il s'apprêtait à devenir l'architecte de ce chaos. La mort de Bayezid n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de l'arnaque géopolitique la plus audacieuse du XVe siècle. Le vieux loup sortait de la forêt pour montrer aux chiots comment se fait la grande politique. Le chaos n'est pas une fosse, le chaos est une échelle. Et pendant que les héritiers de Bayezid s'arrachaient la gorge en essayant de sortir de la fosse de la défaite, Mirça l'Ancien commença son ascension sur cette échelle, marche après marche. Imaginez la carte de l'Empire ottoman en l'an 1403. Ce n'est plus un monolithe, c'est un miroir brisé. Les éclats de la puissance autrefois grande jonchent le sol, et chacun d'eux est tranchant comme un rasoir. Bayezid a laissé derrière lui non seulement une armée détruite, mais aussi 4 fils. Soliman, Isa, Mehmed et Moussa. 4 loups affamés enfermés dans la même cage. Chacun d'eux estimait que c'était lui qui méritait de porter l'épée d'Osman. Chacun d'eux était prêt à tuer son frère pour le pouvoir. Pour n'importe quel voisin de l'Empire, cela aurait été une raison de faire des stocks de pop-corn et d'observer le massacre de côté. Mais Mircea n'était pas un spectateur, il était un joueur. Et il comprenait, la meilleure façon de sécuriser sa maison est de jeter de l'huile sur le feu qui dévore la maison du voisin. L'âge d'or de la diplomatie valaque arrive, ou pour appeler les choses par leur nom, l'époque de la grande intrigue. Mircea l'Ancien, ce voïvode des forêts que les cours européennes avaient récemment rayé de la carte, devient soudain le principal marionnettiste des Balkans. Il se transforme en faiseur de rois. Sa stratégie était génialement cynique. Il ne voulait pas que le plus fort gagne. Un sultan fort est une menace. Il avait besoin que la guerre dure éternellement. C'est pourquoi Mircea choisit le plus faible, le plus vulnérable des frères, Moussa Tchelebi. Moussa était un fugitif, un homme sans armée et sans espoir. L'instrument idéal. Mircea invite Moussa chez lui en Valachie. Imaginez cette scène. Le prince orthodoxe reçoit chez lui le prince musulman, lui donne de l'argent, lui donne des soldats, lui donne du pain. Pas par charité. Mircea investit dans le chaos. « Va », lui dit-il en lui remettant une épée. « Va et reprends ton trône. Tue ton frère Soliman, qui règne en Europe. » C'était une leçon de géopolitique. Les régiments valaques
ceux-là même qui se cachaient récemment dans les marais, marchent maintenant vers le sud, envahissant les possessions ottomanes, non pas en victimes, mais en alliés du prétendant au trône. Mirça utilise Mouza comme un bélier pour chasser Soliman d'Andrinople. Et ça marche. 10 ans. 10 années entières. L'interrègne ottoman déchire l'Empire. Et durant toutes ces 10 années, la main de Mirça est sur le pouls des événements. Il tire les ficelles, dressant les frères les uns contre les autres. Dès que l'un d'eux commence à gagner et à prendre trop de force, Mirça transfère immédiatement son soutien à un autre. C'est un équilibre sur le fil du rasoir. Un faux pas et tu es mort. Mais Mirça danse sur ce fil avec la grâce d'un vieil acrobate. Durant cette période, la Valachie atteint le sommet de sa puissance. Mirça récupère la Dobroudja, une région stratégiquement importante avec un accès à la mer Noire. Il contrôle l'embouchure du Danube. Ses pièces circulent dans toute l'Europe. Il s'intitule « Autocrate » et énumère dans son titre des terres dont il n'osait même pas rêver auparavant. Le prince, qui a commencé par une guerre de partisans dans la boue, dicte maintenant ses conditions aux héritiers de la sublime porte. Réfléchissez à l'ironie de la situation. Un souverain chrétien décide qui sera le calife des croyants. Les Ottomans, qui menaçaient d'aller jusqu'à Rome, vont maintenant à Targoviste pour demander de l'argent aux Valaques pour se faire la guerre. Mirça a montré au monde que la plume et le sac d'or frappent parfois plus fort que le yatagan. Mais ce jeu avait un revers. Mirça est devenu trop sûr de lui. Il s'est habitué à ce que les Ottomans soient faibles. Il s'est habitué à ce qu'ils soient occupés par le massacre dans leur propre chambre à coucher. Il a commencé à croire qu'il en serait toujours ainsi. Il a oublié une vieille vérité. Les blessures guérissent. Les cicatrices restent, mais les muscles se reconstruisent. La guerre civile est une chose terrible, mais elle fonctionne comme une sélection naturelle. Les faibles meurent, les stupides meurent. Il n'en reste qu'un. Le plus cruel, le plus rusé, le plus fort. Dans le creuset de la guerre fratricide, se forgeait un nouveau type de sultan. Non pas un héritier gâté, mais une bête survivante, passée par les trahisons et le sang de ses propres frères. Vers l'an 1413, l'échiquier commença à se vider. Isa fut tué, Soliman fut tué, avec la participation active du protégé de Mirça. Moussa, que Mirça avait si soigneusement élevé, s'avéra lui aussi ne pas être éternel. Il ne restait plus qu'un joueur sur scène. Mehmed Ier. Mehmed n'était pas une marionnette. Il était celui qui coupait les fils. Il regardait vers le nord, vers la Valachie, et son regard ne présageait rien de bon. Il se souvenait de tout. Il se souvenait qui donnait de l'argent à ses ennemis. Il se souvenait d'où venaient les mercenaires. Il se souvenait de l'humiliation de sa famille. Mirça l'Ancien, assis dans son château, dut sentir le vent tourner. Ça sentait l'ozone avant l'orage. Le temps des intrigues se terminait. L'Empire, qu'il avait si soigneusement tenté de démembrer, se recollait en un organisme unique et monstrueux. Le Léviathan, qu'on croyait mort, a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il a vue fut le vieux voïvode qui avait trop joué à être Dieu. La chance est une ressource qui a tendance à s'épuiser, et le compteur de Mirça affichait déjà des zéros. La tempête arrive, et cette fois, il ne sera pas possible de se cacher derrière le dos de marionnettes. Le silence. Parfois, il frappe les oreilles plus fort que le fracas de l'artillerie. Pendant 10 ans, les Balkans ont tremblé au cri des mourants dans la guerre civile, au tintement des épées et au rire ivre des mercenaires. C'était de la musique pour les oreilles de Mirça l'Ancien. Tant que l'incendie faisait rage chez le voisin, sa propre maison était en sécurité. Mais en 1413, le bruit s'est tu, la poussière est retombée,
et de la fumée a émergé une silhouette qui a glacé le sang du vieux voïvode. Mehmed Ier. L'homme qui a tué ses frères. L'homme qui a recollé le vase brisé de l'Empire ottoman, non pas avec de la colle, mais avec du fer et du sang. Regardez ce nouveau sultan. Ce n'est pas l'impulsif Bayezid qui se jetait au combat tête baissée, et ce n'est pas le faible Moussa qu'on pouvait diriger en tirant les ficelles. Mehmed, c'est le calcul froid. C'est le pragmatisme élevé à l'absolu. Il a traversé une décennie d'enfer. Il a vu les trahisons. Il a vu les amis d'hier planter des couteaux dans le dos. Il n'a pas d'illusions. Et, ce qui est le plus terrible pour la Valachie, il a une excellente mémoire. Il se souvient de qui a sponsorisé ses ennemis. Il se souvient d'où venaient les mercenaires. Il regarde la carte, et son regard s'arrête sur la rive nord du Danube. Pour Mehmed, Mircea n'est pas simplement un ennemi. C'est une écharde qui suppure depuis déjà 30 ans. C'est l'architecte du chaos qu'il faut éliminer pour que l'Empire puisse respirer. Et maintenant, regardez Mircea. Le temps est le tueur le plus impitoyable. Et il l'a rattrapé lui aussi. Il a déjà plus de 50 ans. Pour le Moyen-Âge, c'est une vieillesse profonde. Rappelez-vous combien de fois il a été à 2 doigts de la mort. Combien de nuits il a passé en selle. Combien d'amis il a enterrés. Il est fatigué. Ses mains, qui tenaient autrefois fermement l'épée, tremblent maintenant. Mais le plus effrayant n'est pas la faiblesse physique. Le plus effrayant est la solitude. Regardez autour de lui. Où sont ses alliés? Où sont ceux avec qui il buvait du vin et partageait les cartes de l'Europe? Le roi de Hongrie, Sigismond, est occupé par ses affaires impériales en Allemagne. Il n'a pas le temps pour les problèmes valaques. Byzance est un cadavre vivant attendant ses funérailles. Le royaume bulgare n'existe pas. La Serbie est vassale. Mircea est resté seul, le dernier des Mohicans de sa génération. Un vieux loup entouré de jeunes chiens affamés. En l'an 1419, le Léviathan revient. L'armée ottomane s'approche de nouveau du Danube. Mais ce n'est plus cette foule hétéroclite que Mircea chassait à travers les forêts 20 ans plus tôt. Mehmed a mené des réformes. La discipline est de fer. Le ravitaillement est organisé. C'est une machine. Une machine de conquête sans âme, rythmique. Mircea tente d'utiliser ses vieux trucs. Il envoie de nouveau des messagers, essaie de corrompre les pachas, essaie de trouver des mécontents. Mais cette fois, le silence répond. Personne ne prend l'or. Personne ne veut trahir le sultan qui vient d'exécuter tous les traîtres. Les canaux de communication qui fonctionnaient depuis des années sont coupés. Les manipulations n'agissent plus. Imaginez que vous êtes un magicien qui monte sur scène pour montrer son meilleur tour. Mais vous réalisez soudain que le lapin dans le chapeau est mort et que les spectateurs connaissent le secret de chacun de vos mouvements. C'est exactement ce que ressentait Mircea. Sa magie, la magie de la guerre asymétrique et des intrigues diplomatiques, s'est tarie. Les Ottomans s'emparent des forteresses sur le Danube. Giurgiu, Tournou, les avant-postes clés, les portes du pays tombent l'un après l'autre. Les Turcs ne vont pas au fond des forêts. Ils ne répètent pas les erreurs de Bayezid. Ils ne font que mordre des morceaux de territoire, se retranchent, construisent des garnisons et avancent. Méthodiquement, lentement, inéluctablement. C'est la stratégie du Boa. Ils ne veulent pas courir après Mircea. Ils resserrent simplement les anneaux, le privant d'air, de ressources et d'espoir. Au quartier général du voïvode règne l'abattement. Les jeunes boyards regardent le vieil homme avec une question muette. Alors, où est ton plan génial? Où est le miracle? Mais il n'y a pas de miracle au programme. Le Deus ex machina qui les a sauvés sous les traits de Tamerlan ne viendra plus. Tamerlan est mort. Son empire s'est effondré
encore plus vite qu'il n'avait surgi. La Valachie est restée seule avec la physique. Et les lois de la physique disent, si une énorme presse appuie sur une petite pierre, la pierre se brisera. Myrsa comprend que c'est la fin. Pas la fin de la vie, mais la fin du rêve d'une indépendance totale. Il voit ces colonnes infinies aux bannières vertes traverser le fleuve. Il sent l'odeur de brûlé qui recouvre de nouveau sa terre. Mais cette fois, il ne peut pas dire aux gens « brûlez tout et partez dans la forêt ». Les gens sont fatigués. Le pays est épuisé par des décennies de guerre. Les paysans veulent simplement semer le blé et savoir qu'il ne sera pas brûlé demain. Les boyards veulent garder leur tête. Myrsa est confrontée au choix le plus terrible de sa vie. Continuer la résistance, cela signifie condamner le peuple au génocide. Mehmed ne s'arrêtera pas. Il réduira la Valachie en poussière, la peuplera de colons d'Anatolie, transformera les églises en mosquées. Ou alors, ravaler son orgueil. Admettre que la force brise le brin de paille. La chance n'est pas une ressource infinie. C'est un crédit que le destin accorde aux audacieux. Myrsa a pris ce crédit encore et encore. Il a tout misé et a gagné. Il a trompé la mort, les sultans et les rois. Mais les collecteurs de l'histoire viennent toujours réclamer les dettes. Et maintenant, il se tenait à son seuil, tapotant avec leur yatagan sur la porte. Le temps de payer était venu. Et la monnaie qu'ils exigeaient était plus chère que l'or. C'était la soumission. Le vieil architecte de l'enfer pour l'Empire devait décider. Brûler dans cet enfer lui-même avec sa création, ou conclure un pacte avec le diable pour conserver au moins les fondations de la maison pour ses petits-enfants. En 1417, imaginez une tente. Il n'y a pas de cris, pas de cliquetis d'acier, pas d'odeur de sang. Ici, ça sent la cire chère, le parchemin et l'humiliation. Un vieil homme est assis à une table. Son visage est sillonné de rides, comme la carte du pays qu'il a défendu pendant 32 ans. C'est Myrsa l'Ancien. En face de lui, les ambassadeurs du sultan Mehmed Ier. Dans la main du voïvode, pas d'épée, mais une plume. Et cette plume pèse plus lourd que n'importe quelle clé mort à deux mains. À ce moment, meurt la légende du chevalier invincible et naît la vérité sur la politique. Myrsa fait ce que les poètes méprisent, mais que les historiens idolâtrent. Il signe la paix. Il accepte de payer le tribut. 3000 ducats d'or par an, une somme énorme, de l'argent pressé de la sueur et du sang de ses paysans. Il accepte d'envoyer les fils des boyards en otage à Istanbul. Il incline la tête. Mais regardez plus attentivement ce document. Lisez entre les lignes. Ce n'est pas une capitulation inconditionnelle. C'est un pacte avec le diable, où le diable fait aussi des concessions. Myrsa n'achète pas simplement la vie, il achète la souveraineté. Dans le texte du traité, il y a des points qui font grincer des dents les mollahs ottomans. Pas une seule mosquée sur la terre valaque, pas d'administration turque, pas de pacha dirigeant les villes. La Valachie conserve son armée, la Valachie conserve son église, la Valachie conserve le droit de choisir son dirigeant. Le sultan reçoit l'or, mais ne reçoit pas l'âme de cette terre. Pourquoi Mehmed, le souverain capable d'écraser cette principauté, a-t-il accepté de telles conditions? Parce que Myrsa, même vaincu, restait une arête dans la gorge de l'Empire. Le sultan comprenait. Il peut occuper cette terre, mais il ne pourra pas la digérer. Les Valaques partiront dans les forêts, empoisonneront l'eau et égorgeront les garnisons la nuit pendant encore 100 ans. Il est moins cher de prendre la rançon. Le pragmatisme
a vaincu le fanatisme. Myrsa l'Ancien n'est pas sorti de cette tente en héros. Beaucoup l'ont traité de traître. Beaucoup chuchotaient que le vieil homme avait craqué. Mais soyons honnêtes, les héros morts gisent en terre et leurs noms sont effacés par la pluie, tandis que les politiciens vivants construisent l'avenir. Myrsa a choisi d'être maudit par ses contemporains, mais justifié par ses descendants. Il a maintenu l'État sur la carte. La Bulgarie a disparu pour 500 ans. La Serbie s'est dissoute. Byzance vivait ses dernières secondes. Mais la Valachie est restée, humiliée, pillée, mais vivante. 31 janvier 1418, monastère de Kosia. Ici, tout est calme. On n'entend que le bruit des eaux de l'Olt derrière les murs et le doux récitatif des moines. Mircea l'Ancien est sur son lit de mort. Il a 63 ans, un âge impensable pour l'époque, surtout pour un dirigeant qui a passé toute sa vie en selle. Il ne meurt pas d'une flèche turque, ni du poison de conspirateurs. Il meurt dans son lit. C'est sa dernière, et peut-être sa plus grande victoire. Il a survécu à tous. Il a survécu à Bayezid la Foudre, mort en cage. Il a survécu à ses fils, qui se sont entretués. Il a survécu à Sigismond et au duc bourguignon, pourri sous Nicopolis. Le vieux renard a tenu jusqu'à la ligne d'arrivée, gardant la couronne sur la tête, même ternie. Mais en fermant les yeux, à quoi pensait-il? Au salut de son âme? Peu probable. Il pensait à son héritage. Et cet héritage était terrible. Mircea n'a pas laissé à ses enfants un jardin fleuri. Il leur a laissé un manuel de survie dans une cage aux tigres. Il leur a appris que l'honneur n'existe pas, que les promesses sont de la poussière, que la seule monnaie qui compte dans ce monde, c'est la peur. Il a montré que pour vaincre, on peut brûler ses propres villes. On peut tuer les siens pour que les autres aient peur. On peut être un monstre, si ce monstre garde les portes. Et cette philosophie a eu un élève appliqué. Quelque part dans l'ombre, pendant qu'on descendait le cercueil avec le corps de Mircea dans la crypte de pierre, grandissait déjà la graine semée par sa cruauté. Son fils illégitime, Vlad II, surnommé Dracul, le dragon, prendra bientôt le pouvoir. Et Vlad Dracul aura un fils, Vlad III, le garçon qui entrera dans l'histoire sous le nom de Tsepech, l'empaleur. Dracula. Vlad Tepes n'est pas apparu ex nihilo. Il n'était pas une anomalie ou un maniaque fou né dans le vide. Il était le produit direct de l'école de son grand-père. Ces mêmes pieux sur lesquels Vlad empalera des milliers de Turcs et de boyards sont l'écho de la forêt de pieux à la bataille de Rovine. La terreur totale que Dracula déchaînera sur ses ennemis est la tactique de la terre brûlée de Mircea poussée à l'absolu. Le petit-fils a trop bien appris la leçon du grand-père. Si tu es petit et faible, tu dois être si terrible que même les géants t'éviteront. Mircea était l'architecte de cet enfer. Vlad Dracula en est devenu le régisseur. Dracula a transformé la cruauté pragmatique de Mircea en art, en un théâtre sanglant qui a horrifié le monde, mais qui, par ironie du sort, a fait exactement ce que voulait le grand-père, immortaliser le nom de la Valachie. Une dalle de pierre a recouvert la tombe au monastère de Kosia. L'histoire de Mircea l'Ancien s'est terminée, mais l'histoire du sang qu'il a lancé ne faisait que commencer. Il fut celui qui montra que dans la guerre les civilisations, ce n'est pas celui qui a l'âme la plus pure qui gagne, mais celui qui est prêt à se salir les mains jusqu'au coude. La Valachie a survécu, mais le prix de cette survie n'a pas été payé en or, mais en humanité.
Mircea a prouvé que parfois, pour tuer le dragon, il faut devenir soi-même dragon. Et en regardant l'histoire de son petit-fils, on peut dire que la transformation a réussi. Nous avons parcouru ce chemin des premiers villages en feu jusqu'à la pierre tombale froide. Vous avez vu la boue de Rovine, l'arrogance de Nicopolis et le cynisme de la diplomatie. Et maintenant, je veux vous poser une seule question. Une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse dans les manuels. Imaginez que de votre décision dépend de la vie de millions de personnes, la vie de votre famille, l'existence de votre langue et de votre culture. Mais pour les sauver, vous devez devenir un monstre. Vous devez trahir les alliés, tuer des innocents, empoisonner la terre et apprendre à vos enfants à être des bourreaux. Si vous étiez assis sur le trône de Mircea, sachant tout ce que vous savez maintenant, signeriez-vous ce contrat avec le diable? Ou préféreriez-vous mourir avec la conscience tranquille en laissant votre peuple disparaître dans le néant? Qui est le vrai héros ici? Celui qui meurt beau ou celui qui vit dans la boue pour que les autres vivent?